Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Comme toute chose, Internet possède sa face sombre, c'est le dark web. Une sorte d'Internet parallèle accessible qu'à un petit nombre d'initiés. Dans ce côté obscur du web, on peut acheter des biens et des services illégaux. On y vend des armes, des produits contrefaits, des faux papiers d'identité, des faux passeports, mais aussi de la drogue. C'est le digital des voleurs, des voyous et des truands. Pour en parler, je reçois Loïc Guézot, stratégiste cybersécurité chez Trend Micro. Bonjour Loïc Guézot. Bonjour. Alors, vous avez fait une enquête sur le dark web français, mais avant tout, parlez-moi de votre définition du dark web. Alors, on définit le dark web par opposition au web traditionnel, le web clair, qui est le web que tout le monde peut accéder en utilisant son navigateur de recherche et un moteur de recherche. On parle de web déjà un petit peu plus profond lorsqu'on fait référence au contenu de certains sites qui sont tout à fait légaux, mais qui sont par exemple dont l'accès est barré par un login mot de passe. On peut penser à une base de données d'abonnement spécifique par exemple. Et puis lorsqu'on va vraiment dans le tréfonds, lorsqu'on est sur des sites dont le contenu doit absolument rester masqué, je dirais aux personnes classiques, on parle de dark web. Et naturellement, ce web met en avant l'anonymisation, la non-traçabilité des utilisateurs et préserve les contenus, je dirais, d'œil indiscret. Alors vous et moi, on peut y aller ? Alors, c'est de plus en plus facile d'y aller, mais ça nécessite quand même l'emploi de certains outils techniques, dont notamment des outils d'anonymisation qui empêchent bien sûr les services de police de remonter aux discussions, aux échanges et au trafic qui sont menés dans ce dark web. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, on y trouve de tout. On a un dark web assez global qui permet de vendre des services, des produits illégaux, mais on a ensuite des spécificités qui peuvent se décliner par géographie, par pays, en fonction des spécificités locales. Alors je disais des armes, des faux médicaments, des faux papiers d'identité. C'est les choses les plus visibles. On peut y trouver aussi des services informatiques spécifiques qui vont permettre de générer d'autres attaques encore plus puissantes que les attaques traditionnelles. Et puis on peut aussi trouver des services réels, c'est-à-dire de la mise en relation de criminels, de commanditaires et d'exécuteurs. Si je veux y aller, moi, j'ai l'âme d'un criminel, comment je fais concrètement ? Alors la première chose à faire, c'est de récupérer quelques adresses qui vont permettre de rentrer dans ce dark web. C'est très souvent des adresses qui vont nécessiter l'emploi du navigateur et de l'anonymisateur Tor, qui permettent d'être complètement anonyme sur le dark web. Et puis, selon l'adresse que vous allez, à laquelle vous allez accéder, il va y avoir un comportement un petit peu différent. Notamment si vous accédez sur des forums ou sur des places de marché françaises, vous n'allez pas y accéder aussi facilement que ça. Et on va vous demander de payer un premier abonnement. Ah oui. C'est tout simplement une façon de faire connaissance avec vous. Plusieurs dizaines d'euros ? Quelques dizaines d'euros, effectivement, autour de 50 euros. Et puis ensuite, en fonction de votre activité, vous allez gagner la confiance de ces utilisateurs et vous allez progressivement accéder au contenu et devenir un acteur très actif de ces contenus. Mais c'est pas donné à tout le monde et techniquement, même si c'est simple, il y a un vrai contrôle de qui accède à ces forums français en tout cas. Il faut être un voyou pour accéder à ces dark web ou... Il y a toujours une ambiguïté entre les outils du dark web et la vocation qui est derrière. Les outils du dark web, comme Tor, sont à la base des outils de protection de la vie privée, qui sont très souvent utilisés par les journalistes ou dans des pays pour lesquels l'expression est bridée. Donc, à la base, ce n'est pas synonyme d'être un voyou. Par contre, comme vous le disiez en introduction, un voyou qui voit son activité se numériser va aller de plus en plus facilement sur ce dark web, d'autant plus qu'en cybercriminalité, le retour sur investissement de certaines opérations peut être important et moins dangereux physiquement en tout cas que dans le monde réel. Alors, je le disais au début, vous avez récemment publié une enquête sur le dark web français. Vous avez également publié sur le dark web japonais, américain, chinois, russe, allemand et brésilien. Quelle est la spécificité du dark web français ? Alors, je le disais tout à l'heure, la spécificité du dark web français, c'est qu'il est très fermé sur lui-même. Donc, il fait très attention à ne pas se faire infiltrer
par des personnes qui ne sont pas de bonne nature par rapport à l'exigence des cybercriminels. En particulier, il est très attentif à ne pas se faire infiltrer par les forces de police, par exemple. Et sur le dark web français, on parle français? Sur le dark web français, on parle français. C'est un dark web francophone qui a développé des spécificités pour le marché francophone et particulièrement français. Mais les criminels français cyber ne sont pas restreints dans leur emploi à ce dark web. Ils peuvent bien sûr aller piocher des outils, des services partout dans le monde sur les autres dark web que nous avons effectivement étudiés depuis un peu plus d'1 an maintenant, successivement, afin de relever les spécificités de chacun de ces pays. Alors justement, quelles sont les grandes spécificités qui ressortent? Alors, c'est très difficile de synthétiser en une phrase une spécificité pour un marché. Mais on a vu par exemple que le marché US était paradoxalement très ouvert. On y voit beaucoup de hackers technophiles, qui ne sont pas forcément des criminels, mais qui sont quand même très proches de ce dark web. Bien entendu des criminels, mais on y trouve aussi beaucoup de représentants des forces de l'ordre. Il est très infiltré. Le Japon, par exemple, va être extrêmement fermé sur lui-même et va réserver les accès à ces sites underground japonais à des personnes qui parlent japonais. Il y a des tests en entrée, des captcha, qui obligent à prouver qu'on parle japonais et qu'on comprend le japonais. Et en termes de produits, on y trouve la même chose ou pas? Ensuite, non, les produits sont différents. Aux États-Unis, on trouve beaucoup de drogue, beaucoup d'armes. Au Japon, on va trouver des matériels de type pornographie infantile, des choses très spécifiques au Japon. En Russie, par exemple, on va trouver un marché très actif pour le blanchiment d'argent ou la fourniture de services informatiques qui aident à mener des attaques cybercriminelles. En Allemagne, on va trouver des communautés qui sont assez larges. On trouve des forums qui ont plus de 60 000 membres et qui collaborent aussi avec les marchés russes, notamment pour ces affaires de blanchiment d'argent ou de fourniture de services informatiques. Au Brésil? Et puis au Brésil, une grosse spécificité du Brésil, c'est un gros savoir-faire sur les logiciels malveillants bancaires. Donc le développement d'outils qui vont permettre ensuite, par des campagnes de diffusion, d'atteindre Monsieur X, qui va se faire voler son login et son mot de passe bancaire, et donc ensuite avoir une fraude sur son compte. Est-ce qu'on vous commande ces études spécifiques par pays ou est-ce que c'est vous qui les faites de manière totalement volontaire? Alors ces 9 premières études ont été faites de manière totalement volontaire. C'est un effort de nos équipes de recherche et développement. Dans quel but? Dans le but de connaître les malveillants. Notre mission, c'est de rendre le monde numérique plus sûr. Donc, il faut aller se frotter à ce qui le rend moins sûr. Et puis on a depuis plusieurs années une très grosse collaboration avec les forces de police en termes de support technique aux différentes forces de police partout dans le monde. Pas avec les entreprises? Alors, notre marché principal est bien entendu les entreprises, mais là, on parle vraiment de lutte contre la cybercriminalité. On est dans quelque chose de beaucoup plus actif, donc c'est les forces de police uniquement qui peuvent combattre. Mais les entreprises ne sont pas intéressées par les produits contrefaits? Alors, il y a plusieurs lignes de réponse. Nous sommes une société de cybersécurité japonaise et nous offrons des solutions de sécurisation des infrastructures et de protection de l'information pour les entreprises. D'accord. Là, si on parle de la contrefaçon qu'on voit dans l'underground, effectivement, ça va intéresser d'autres entreprises, mais spécifiquement sur leur aspect métier. Les grands fabricants vont être intéressés par la lutte contre la contrefaçon. Et ils trouveront une partie d'information dans ces rapports. Alors, dans la liste que vous m'avez donnée des pays, Japon, Amérique, Chine, Russie, Allemagne, Brésil, pas d'Afrique. Il y a une spécificité au continent africain? C'est un des prochains rapports qui doit sortir. Il y a quelques spécificités déjà qu'on connaît sur le continent africain. Il y a toute une activité qui vient de l'Afrique de l'Ouest, donc le scam nigérian qui est bien connu. Il y a récemment des campagnes de type fraude au président, qui viennent aussi là de l'Afrique de l'Ouest, mais plutôt francophone. On se fait passer pour le président, on appelle le responsable comptable, on lui demande de verser très rapidement une somme. Voilà, on se fait passer pour un ami du président qui veut rendre service au président et on met une grosse pression du social engineering sur quelqu'un dans l'entourage du président qui est capable de réaliser un virement, une opération financière. Voilà. Et ça marche. Donc c'est sur ces traits-là que se distingue l'Afrique. La réponse, vous étiez à un colloque en Afrique pour répondre à ce dark web. Qu'est-ce qui en ressort?
Alors, on était il y a quelques mois dans le cadre de l'Assemblée générale d'Interpol à Kigali, au Rwanda, pour justement appuyer ces développements d'unités cyber dans les différents pays du monde, dont l'Afrique. Ah, c'est un continent. Je suppose que chaque pays n'a pas de... Non, mais Interpol a une approche mondiale, globale. Ouais. Et la première étape, c'est de former les équipes policières locales de ces différents pays sur ces technologies. Donc on a une approche régionale. Donc on a participé à une formation donnée par Interpol sur l'Afrique de l'Est, sur les différents pays d'Afrique de l'Est, afin de les sensibiliser à ces problèmes et d'entraîner les équipes techniques au bon niveau qui leur permettent de combattre les cybercriminels. Et l'idée, c'est en effet qu'il y ait une équipe technique par pays. L'idée, c'est ensuite de développer cette capacité par pays, et on voit tous les pays mettre en place une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et une équipe de lutte contre la cybercriminalité. Tous les pays en Afrique, ou il y en a qui ont un peu d'avance là-dessus? Non, il y a quelques pays. Il y a eu beaucoup d'activités dans le courant de l'année 2015. On a par exemple le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ont beaucoup travaillé. L'Afrique de l'Est, puisqu'ils étaient pris en main, appuyés par les équipes d'Interpol. Donc là, ils sont maintenant bien opérationnels. Mais tout ça ne règle pas un gros problème, c'est la coopération internationale. On reverra cette question plus tard, on vous réinvitera sans doute pour ça. Pour l'heure, l'émission est terminée. Merci Loïc Guézot pour toutes ces réponses. Mais vous pouvez, comme d'habitude, retrouver l'émission sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information, elle continue sur France 24. Au revoir.